Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si tu peux prendre 2 petites secondes, si tu es sur YouTube pour t'abonner à la chaîne et si tu es sur une plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast, tu peux laisser une review de 5 étoiles. Ça m'aide énormément pour tous les futurs épisodes et pour tous les futurs projets. Maintenant que ça s'est dit, aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode. Nous sommes le dimanche 14 décembre, il est très exactement 8h57 du matin. Et je vous avoue, je vous cache pas qu'aujourd'hui j'ai failli manquer à l'appel. Je suis extrêmement explosé. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, je ne sais pas si c'est juste que j'ai mal dormi ou si c'est juste l'accumulation de la semaine. Mais je me suis réveillé ce matin et j'étais en mode KO, comme si un bus m'avait roulé dessus. Pourtant, j'ai quand même fait beaucoup de choses, j'ai quand même beaucoup bossé. Avant-hier, j'ai fait 10 km. Hier, j'ai refait un petit 10 km pour boucler les 40 km que j'essaie de faire par semaine. Mais ouais, ce matin, extrêmement fatigué. Et je me suis dit, franchement, j'ai la flemme de fou. Mais non, je suis là, je ne manque pas l'appel du podcast. Je suis là pour vous motiver. Et je me devais de vous faire ça. Et juste pour vous montrer que voilà, moi aussi, de mon côté, ça m'arrive, je suis très fatigué. Parfois, j'ai vraiment la flemme, que ce soit pour l'entraînement, pour travailler sur les projets avec la marque, avec les coachings, ou même pour vous faire du contenu. Mais c'est justement dans ces moments-là que tu dois faire preuve de discipline, que tu dois le faire. Parce que quand tout va bien, quand tu es motivé, quand tu as envie, c'est facile. Mais qui es-tu quand ça devient difficile, quand c'est vraiment compliqué, quand tu as vraiment la flemme, quand tu es vraiment fatigué, quand il pleut, quand il fait froid? Alors, on en a parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Qui es-tu vraiment quand personne ne regarde? Quand c'est le mois de décembre, qu'il fait nuit, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, et que tu dois aller t'entraîner, que tu dois aller courir, que tu dois travailler sur tes propres projets? Est-ce que tu le fais quand même? Même quand il n'y a personne qui regarde? Même quand ta motivation est au plus bas? C'est là que tu fais la différence. C'est là que tu te construis, et c'est là que tu construis également cette discipline. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là, et on va se retrouver pour un épisode assez spécial. J'avais plusieurs thématiques, comme vous savez, j'ai mon téléphone toujours sur moi, et dès que j'entends des choses, dès que j'écoute des podcasts, dès que je lis des petits trucs qui sont intéressants, je les note dans mes notes pour pouvoir revenir dessus, que ce soit juste pour l'inspiration, juste pour préparer des nouveaux projets, ou juste pour trouver des bons sujets pour le podcast. Et du coup, j'avais plusieurs thèmes, mais je me suis dit, je suis obligé de vous parler d'une thématique en particulier. Vous l'avez peut-être vu avec le titre. Aujourd'hui, on va pas parler de sport, on va pas forcément parler de motivation, de discipline, proprement parler au sport et j'allais dire au développement perso, mais ici ça touche un petit peu la partie développement perso, mais on va parler un petit peu plus entrepreneuriat, un petit peu plus business. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous à qui ça ne va pas forcément parler, ça ne va pas forcément vous intéresser, mais je vous invite à écouter ce podcast en entier jusqu'au bout parce qu'il y a plein de clés que vous allez quand même pouvoir prendre pour votre propre évolution, pour votre propre vie, quel que soit votre métier, quels que soient vos objectifs. Et je sais qu'il y a une grosse partie aussi d'auditeurs de ce podcast, auditeurs et auditrices, qui sont eux-mêmes des entrepreneurs, qui eux-mêmes veulent lancer leurs entreprises, leurs réseaux sociaux, leurs marques, quelle que soit la niche. Donc je vais essayer de vous parler là de plein de petits conseils, plein de petites erreurs que vous ne devez pas faire et les choses que vous devez faire parce que j'ai appris au cours de mes années d'expérience, au cours des rencontres que j'ai faites et au cours des podcasts que j'ai écoutés et des livres que j'ai lus. Et pourquoi j'ai décidé de parler de cette thématique? Tout simplement parce que nous venons de passer un cap énorme que je n'aurais jamais imaginé possible avec la marque de vêtements Base Athletics. Nous avons passé là il y a 2 jours, donc c'était le vendredi 12 décembre. Vous avez peut-être vu sur Instagram, mais si vous ne suivez pas sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à me suivre, Basingafit. On a passé le cap des 10 000 commandes sur notre site, sur la boutique Shopify. Et c'est juste incroyable. 10 000 commandes. Les fameux 5 chiffres. Et je me dis, c'est fou parce que j'avais fait un petit réel du coup à ce sujet. J'avais dit que voilà, en 2019, je fêtais les 10 000 abonnés sur YouTube. Et là, quelques années plus tard, j'ai créé cette communauté. J'ai créé cette marque de vêtements qui a pour point commun le sport, la performance, l'envie de se dépasser, l'envie d'être discipliné, de devenir une meilleure version de soi-même. Et quelques années plus tard, donc, on passe la barre des 10 000 commandes. Et je trouve que c'est juste fou à quel point quand tu travailles suffisamment longtemps sur un projet qui te passionne, ça peut faire des merveilles. Et il y a plein de leçons par rapport à ça. C'est que la persévérance, ça mènera toujours au succès.
Enfin, et encore, le succès, c'est un grand mot. Il n'y a que 10 000 commandes. Il y a des gens qui font 10 000 commandes en un mois. Il y a des gens qui font 10 000 commandes en un jour. Moi, là, c'est 10 000 commandes sur les 3 dernières années de Shopify. Parce qu'on a lancé en 2020, fin 2022, il me semble, ou 2023, je ne sais plus exactement. En fait, il y a un petit peu plus de commandes que ça. Parce qu'entre-temps, on a changé d'hébergeur. De base, on était sur un autre... je crois que c'était WooCommerce, ça s'appelait comme ça. Ensuite, on a changé sur Shopify. D'ailleurs, là, pour ceux qui m'écoutent, énorme game changer d'être passé sur Shopify à l'époque parce que tu peux faire tellement plus de choses. Bien évidemment, ce podcast n'est pas du tout sponsorisé, mais que vous connaissez, Shopify, c'est la plus grosse plateforme, c'est le truc un petit peu universel. Si tu veux lancer une boutique, c'est extrêmement facile. Il y a tellement d'automatisation et tu n'as pas forcément d'avoir besoin d'une grosse équipe pour pouvoir faire plein de choses parce qu'il y a plein d'apps qui sont connectées directement sur Shopify. Très bien évidemment, c'est des choses que tu payes encore en plus, mais voilà. Donc, on a passé ce cap. Ça faisait plusieurs mois que je voyais les commandes qui montaient. On était à 9000, 9200, 9400. Je me suis dit, putain, si on arrive à passer là les 10 000 commandes avant 2026, ça me ferait tellement plaisir. Ça serait juste trop stylé. Ça serait le goal. Et donc, on a commencé ce mois de décembre. Et en fait, en commençant le mois de décembre, tu peux suivre plus ou moins la tendance du nombre de commandes qu'il y a chaque jour, etc. Je me suis dit, normalement, c'est quasiment sûr que le mois de décembre, ça sera bon. Et donc, on a bouclé là les 10 000 commandes. On a atteint ce cap des 10 000 commandes le 12 décembre. Donc, même pas avant la moitié du mois. Et je suis trop content. Donc ouais, j'aurais jamais imaginé à l'époque, là, en 2017, quand j'ai lancé la chaîne YouTube, 2019, quand on a passé les 10 000 abonnés sur YouTube, ensuite, quand j'ai commencé la marque de vêtements, juste au début, c'était des petits t-shirts. Je faisais les commandes sur Instagram, donc les gens m'envoyaient des DM avec leur adresse. Moi, je leur envoyais les t-shirts par la poste directement. Ensuite, quand il y avait un petit peu plus de volume, c'est mon père qui m'aidait, on faisait ça à la maison. Après, il y a ma copine qui a commencé à m'aider. Après, j'avais eu le Basim pour mettre tout le stock également. Ensuite, on a délégué ça à un vrai centre de logistique là à Paris. Ça fait d'ailleurs bientôt 2 ans que ça tourne là-bas. Et en fait, je me dis, c'est fou de voir l'évolution. Ça fait juste trop plaisir. Ça me rend fier. Je suis pas encore satisfait parce que bien évidemment, j'ai des grosses ambitions pour la marque, des très très grosses ambitions. Et là, c'est que le début. Enfin, là, je me dis, j'ai fait 10 000 commandes sur plusieurs années. L'idée, c'est qu'en 2026, on puisse s'approcher des 10 000 commandes dans une seule année. C'est l'objectif. Ça va être très, très dur, très compliqué. Il y a énormément de choses à mettre en place, énormément de changements à faire, que ce soit au niveau de l'équipe, au niveau de l'opérationnel, au niveau de la DA, au niveau des process. Et c'est justement pour ça que j'aimerais un petit peu vous parler de tout ça dans cet épisode. Avec toute l'expérience que j'ai eue, bien évidemment, tout ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Encore une fois, avec ce que j'ai appris. Donc, vous prenez ce qui peut vous intéresser, prenez ce qui ne vous intéresse pas. N'hésitez pas à m'écrire aussi dans les commentaires si vous avez, par rapport à ce que je dis de temps en temps, des suggestions, des idées, ou même s'il y a des choses qui résonnent avec vous et qui peuvent vous aider dans votre propre évolution, dans votre propre vie, dans votre propre entreprise, /business, /travail. Alors, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme vous savez, avec ce podcast, le but, c'est de vous donner le maximum de clés, le maximum de ressources pour que vous puissiez évoluer dans tous les domaines de votre vie. On parle souvent de développement perso au niveau du mental, de la discipline, de la diète, etc., de la routine de vie. Je parle majoritairement aussi de sport, qui est ma plus grosse expertise. Voilà, l'endurance, la muscu, en tant que kiné, etc. Mais là, j'ai aussi envie de pouvoir vous donner plus de ressources, plus d'aide au niveau de tout ce qui est entrepreneurial, parce que je sais à quel point ça peut changer des vies, à quel point c'est important. Et voilà, moi quand j'avais commencé tout ça, quand j'avais commencé mon aventure sur YouTube avec les vêtements, je regardais beaucoup de vidéos YouTube de personnes qui m'inspiraient. Et je me dis en fait, si moi je peux faire la même chose et que vous puissiez consommer ce genre de contenu à travers mon podcast, à travers mes stories ou à travers même mes vidéos YouTube, bah c'est trop stylé parce que je sais à quel point moi ça m'a aidé, à quel point ça m'a permis de me lancer, d'avoir des conseils, etc. Bah je sais aussi que ça peut vous changer votre propre vie. Et pareil là, en ce début de semaine, j'avais un déplacement, du coup j'ai écouté 2 podcasts et demi de plus de 2 heures, donc des gros morceaux, et c'est des podcasts qui ont été faits avec 2 mecs, et ils interrogent en fait des gens qui ont des brands, donc des marques. Bien évidemment, c'est pas du tout de mon niveau, c'est des marques qui font plusieurs centaines de millions par an. Et en fait, ils parlent ouvertement de littéralement tout ce qu'ils font, leur process, les erreurs qu'ils ont fait, les conseils qu'ils peuvent donner, des chiffres, des stats, etc. Et je trouve que c'est juste hyper intéressant, hyper inspirant. Et ça permet d'avoir plein de choses que l'on peut mettre en place. Et comme je vous l'ai dit, même si vous n'êtes pas forcément dans l'entrepreneuriat vous-même, si vous n'avez pas lancé votre propre business, bah, quels que soient vos objectifs, quoi que vous fassiez dans votre vie, c'est des conseils qui peuvent être applicables, qui peuvent être utiles pour plein d'autres choses. C'est comme tous les conseils qu'on peut donner
dans le sport, bien évidemment, ça peut être applicable à tout le reste. Et comme vous savez, il y a un énorme parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat. Il y a plein de choses qui se retrouvent, la discipline, le fait d'être persévérant, le fait d'être spécifique. Et généralement, quand tu es un très gros sportif ou un très bon sportif, bien discipliné, avec une bonne hygiène de vie, un bon lifestyle, etc., tu peux potentiellement être un très bon entrepreneur. Et pas forcément l'inverse, mais en fait, la discipline, elle s'applique un petit peu partout. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais décidé de vous faire ce podcast-là aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis des notes là, et je me suis mis juste des petits bullet points de toutes les erreurs à ne pas faire, à éviter. Parce que si vous pouvez gagner du temps, et du coup, qui dit gagner du temps, dit gagner de l'argent en ne faisant pas ces erreurs, j'aurais tout gagné. Parce que moi, c'est des erreurs que j'ai fait, c'est des erreurs que je fais encore, et il y a pas mal de choses là que je dois modifier pour cette année 2026. Donc je me suis tout noté, comme ça voilà, ça peut résonner avec vous, c'est trop stylé. Il faut savoir que ça, c'est hyper important dans tout ce qui est entrepreneuriat, développement perso et aussi coaching, c'est que l'un de vos plus gros atouts, plus ou moins votre plus gros atout, c'est le temps. Voilà, plus tu as de temps, plus tu vas pouvoir faire des choses. Logique. Mais d'un autre côté, pareil, plus tu vas commencer à faire des choses, plus tu vas perdre de temps. Et c'est pour ça que tout ce qui est livre, podcast, voire même formation et coaching, ça va te permettre d'acheter du temps, ou pas forcément acheter si des podcasts c'est gratuit ou des vidéos, mais en gros toutes les ressources que tu peux trouver, quelles qu'elles soient, audio, visuel, lecture, coaching, séminaire, etc. C'est en fait des gains de temps pour toi. Parce que tu vas prendre directement l'expérience de personnes, les conseils de personnes qui ont fait ces erreurs pour que toi-même tu ne fasses pas ces erreurs. Donc imagine quelqu'un a trouvé un process bien spécifique au bout d'un an à ne rien faire. En fait, lui, cette personne-là, elle a perdu un an. Mais c'est un an d'apprentissage, c'est un an de galère, lui ont permis de découvrir ce process, cette façon de faire, ce truc qui marche. Et toi, en fait, soit tu vas entendre dans un podcast, soit tu vas lire ce livre, soit tu vas acheter directement le coaching ou la formation de cette personne-là. Mais en fait, elle va te donner ce process. Et toi, dès ton lancement, directement sur l'instant T, tu peux appliquer ce process et tu ne vas donc pas perdre ces un an que cette personne a perdu. Et en fait, c'est là que tu as le manque à gagner si tu ne t'instruis pas, parce que tu vas perdre beaucoup de temps. Bien évidemment, à la fin, tu vas apprendre, tu vas évoluer, mais tu aurais pu gagner beaucoup plus de temps, donc gagner beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Et t'éviter plein de problèmes, plein de stress, et j'en passe. Donc voilà, on va direct attaquer. Il n'y a pas forcément d'ordre spécifique, il n'y a pas d'erreur plus importante que d'autres. Toutes les erreurs sont des erreurs qu'il faut éviter idéalement. Mais aussi, je tiens à préciser qu'en tant qu'athlète, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, tout simplement, vous devez faire des erreurs, vous devez avoir des échecs parce que c'est c'est obligatoire. Voilà, dans une progression, dans une optique de réaliser de grandes choses, vous serez obligé de passer par des moments difficiles, par des moments d'échec, par des moments de doute. C'est pas un long fleuve tranquille, bien au contraire. Et c'est justement dans tous ces moments de doute, dans ces moments difficiles, que vous allez forger votre propre caractère, que vous allez avoir les plus gros apprentissages. Voilà, c'est pas, comme vous le savez, c'est pas dans les victoires qu'on a les plus gros apprentissages, c'est dans les erreurs, les doutes, les échecs. Parce que c'est là qu'on est mis à nu, c'est là qu'on doit réfléchir, c'est là qu'on doit redoubler d'efforts. Et c'est justement dans ces moments-là donc, que l'on progresse. Donc, bien évidemment, toutes les erreurs que je vais vous dire, ça va être en lien, moi, avec mon entreprise, donc avec la marque de vêtements. Je vais essayer de vous donner des petits exemples quand j'en ai, concrètement avec moi, ce que je faisais comme erreur. Comme ça, vous y voyez un petit peu plus clair. Et donc, on va commencer par la première, potentiellement l'une des plus importantes, l'une que l'on entend tout le temps. Première erreur à ne pas faire, c'est de vouloir tout faire tout seul et de ne pas déléguer. Ça, c'est une erreur que je fais encore au jour d'aujourd'hui, en ce dimanche 14 décembre 2025, et sur laquelle je bosse vraiment activement, mais c'est dur. Voilà, en tant que chef d'entreprise, quand tu lances un projet, quand tu lances une entreprise, un business, c'est ton petit bébé. C'est ton truc à toi que tu chéris, tu y donnes tout ce que tu as, tout ton temps, toute ton énergie, tout ton investissement, tu les mets là-dedans. C'est ton bébé, c'est ta mission, c'est ta quête de vie, et du coup, tu as envie de tout faire. T'oses pas donner des tâches à d'autres personnes parce que tu as l'impression qu'ils vont les faire mal. Mais c'est potentiellement la plus grosse erreur que tu peux faire parce que, arrivé à un certain stade, tu ne peux plus tout faire. Bien évidemment, au début, tu vas faire tout seul et généralement, tu es même presque obligé de tout faire tout seul parce que tu n'as pas d'argent.
Et tu dois apprendre comment ça fonctionne pour pouvoir mieux déléguer derrière. Parce que si tu délègues des choses et que tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu ne sais pas si ces personnes-là vont faire les choses correctement. Donc c'est bien d'avoir un minimum de connaissances sur chacune des tâches. Mais arrivé à un certain stade, quand tu vas commencer à avoir un plus gros volume, à faire un petit peu plus d'argent, à avoir plus de clients, peu importe ce que tu fais, va falloir déléguer. Parce que sinon tu vas avoir un plafond de verre. Tu vas être plafonné parce que tu ne pourras pas en faire plus. Alors, imagine un boulanger qui va faire 1000 baguettes. Je ne sais pas du tout combien de baguettes ça peut faire un boulanger par matinée, mais admettons que tu fais 1000 baguettes. Si c'est ton plafond, physiquement, tu ne pourras pas en faire plus. À part faire plus d'heures, mais pareil, à un moment, tu ne peux pas faire plus d'heures parce qu'il faut que tu te reposes, il faut que tu dormes, il faut qu'il y a d'autres choses qui tournent. Et même après, passer un certain cap, physiquement, c'est plus tenable. Donc, tu as un certain plafond. Donc, ce boulanger, soit il accepte de faire le même nombre de baguettes chaque jour, soit il veut en faire plus, mais dans ce cas-là, vu que lui-même, il ne peut pas en faire plus, il va devoir déléguer. Donc, il va soit acheter de nouvelles machines, soit embaucher un autre boulanger qui va pouvoir l'épauler, l'aider. Et là, du coup, le rendement va pouvoir être plus important. Et ça, c'est délégué. Et pareil, dans la création de contenu, dans l'entreprise, etc. Quoi que tu fasses, arriver à un certain stade, si tu veux passer à l'étape supérieure, tu vas devoir déléguer parce que toi, tu n'auras plus assez de temps pour tout faire. Par exemple, moi, entre ma vie d'entrepreneur, d'athlète et aujourd'hui de père, je ne peux pas gérer tous les domaines de la marque de vêtements, tous les domaines de mes coachings, tous les domaines de ma vie sportive, donc tous les entraînements, et en plus de ça, être un père présent. C'est littéralement impossible parce que j'ai 24 heures dans une journée comme tout le monde, et même si je suis organisé, même si je planifie mes tâches, etc., à un moment, j'ai juste pas assez d'heures. Et même si tu cales tout en même temps, à un moment, il y a tout qui se mélange, tu n'es plus assez productif, il y a un énorme brouillard mental, et ça, c'est encore plus contre-productif. Donc ce qu'il faut, c'est déléguer. Il faut que toi, tu puisses rester dans ta zone de génie, dans ta zone d'expertise, ce que tu gères le mieux. Moi, en l'occurrence, ce que je gère le mieux aujourd'hui, c'est la création de contenu, les idées et l'entraînement. Je suis un sportif initialement, je me considère plus athlète que créateur de contenu. Et ça, vous le savez, c'est ce que je dis depuis le début. Moi, de base, j'étais juste un mec qui s'entraîne et qui, à travers ses entraînements, partage sa passion sur Instagram. Ensuite, il y a eu YouTube, ensuite, il y a eu la marque de vêtements, ensuite, il y a eu le podcast, et aujourd'hui, j'en suis où j'en suis. Mais de base, je suis juste un sportif qui kiffe ce qu'il fait et qui veut juste documenter, partager sa passion et aider les gens à faire de même, de par mes connaissances en tant qu'athlète, sportif, coach et kiné. Du coup, pourquoi je disais ça ? Je suis plus athlète que créateur de contenu. Ouais, du coup, ma zone de génie, c'est ce que j'ai dit, la création de contenu et faire du sport. Être fort dans le sport que je fais. Ou être fort en guillemets, parce qu'il y a des gens « Ouais, t'es pas fort, tu fais un Ironman en 11h45. » Donc voilà, être plus ou moins bon dans le sport que je fais. Donc tout ce qui est à côté, je suis censé le déléguer parce que c'est pas ma zone d'expertise, c'est pas ma zone de génie. Mais vu que j'ai fait tout ça pendant longtemps, j'ai appris comment gérer le site web, j'ai appris comment gérer la communication, j'ai appris comment gérer le marketing, j'ai appris comment gérer plein de choses qui de base sont des métiers pour lesquels je peux payer une personne pour le faire. Donc oui, j'ai économisé beaucoup d'argent, beaucoup d'argent parce que j'ai tout fait tout seul pendant des années, mais j'ai potentiellement aussi perdu beaucoup de temps. J'aurais peut-être pu aller beaucoup plus vite dès le début. Et je dis pas que je regrette de ne pas l'avoir fait, mais si je peux aider quelqu'un, délègue direct parce qu'en fait, même si au bout de, on va dire 5 ans, tu arrives à ce niveau-là et tu te dis « Ouais, mais regarde, en 5 ans ce que j'ai bâti, aujourd'hui je suis bien, regarde tout ce que je gagne, regarde tout ce que je fais, regarde les clients que j'ai, regarde les vues que j'ai. » On pourra te dire « Oui, mais tu aurais peut-être pu avoir ça il y a 1 ou il y a 2 ans en arrière déjà. Et du coup, là, les 2 ans de plus, tu aurais pu faire encore plus. » Et tout ça, c'est parce que tu aurais délégué plus tôt. Donc vraiment, reste-toi dans ta zone de génie, dans ta zone d'expertise et délègue les bonnes personnes là où tu es faible, là où tu n'es pas bon. Exemple, aujourd'hui, moi, je ne suis pas bon. Dans quoi je ne suis pas bon ? Je ne suis pas bon dans le montage. Je ne sais pas monter. Je ne suis pas fort. Je ne suis pas un bon monteur. Je ne sais pas faire des bons montages dynamiques avec la bonne musique, les bonnes transitions parce que je ne me suis jamais formé là-dessus. J'ai la vision globale que je peux donner à quelqu'un qui va le mettre en application, mais moi-même, je ne sais pas monter correctement. Je sais juste monter des petits podcasts, des vlogs parce qu'il n'y a pas de vrai montage à faire. C'est pour ça que ça, c'est des choses que je suis obligé de déléguer. En plus, le montage, ça prend du temps. C'est-à-dire que quand je monte, je suis littéralement devant mon ordi, je ne peux pas bosser sur ma marque de vêtements, je ne peux pas bosser sur mes coachings et je ne peux pas passer de temps avec mon fils et je ne peux pas m'entraîner. Donc vu que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps,
Le fait de payer quelqu'un pour le faire, ça me dégage énormément de temps et en plus ça sera mieux fait pour que je puisse me focus sur ma zone de génie. Réfléchir à des nouveaux contenus, création de contenu et entraînement. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je vous le dis, hein, quand tu commences, tu as peur de déléguer des choses, surtout parfois il y a des personnes que tu ne connais pas, tu te dis ouais mais peut-être qu'elle va pas faire les choses bien. Laisse les gens être un minimum indépendants. Laisse-leur de l'autonomie. Faut pas avoir peur de leur laisser de l'autonomie parce que ils savent faire. Eux, c'est ça leur zone de génie, c'est leur domaine de compétences. Sous couvert que tu as embauché les bonnes personnes, bien évidemment. Et sur ça, on va revenir après, tu vas faire un bon audit, etc. Mais vraiment, laisse-les faire dans leur zone de génie. Toi, t'es pas fait pour ça. T'es pas bon là-dedans. Même si tu penses l'être, t'es pas bon. Et il faut accepter de reconnaître ses faiblesses. Il faut accepter de ne pas être bon là-dedans et donc de déléguer. Et c'est pour ça que moi là, en 2026, je dois absolument déléguer énormément de choses. Je dois déléguer tout ce qui va être la partie créative, opérationnelle. Là, je passe encore trop de temps à faire moi-même des miniatures, des visuels, à réfléchir comment faire certaines ads, réfléchir à faire comment certains mails, les nouvelles collections. Bref, je fais encore absolument tout. Je sais que je dois déléguer, donc au cours de ces 2 dernières années, j'ai essayé de déléguer, c'est juste que j'avais pas forcément les bonnes personnes. Quand je trouvais une bonne personne, au final, ça durait pas longtemps. Après, quand je pensais trouver la bonne personne, en fait, c'était pas la bonne personne. Et en fait, ça aussi, c'est très dur. Donc moi, je sais aujourd'hui que je dois déléguer. J'essaie de le faire, j'essaie de le faire davantage en 2026 pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. En fait, c'est juste ça. Il faut imaginer que dès que tu délègues, tu avances beaucoup plus vite. Et ce que tu peux faire toi tout seul en 1 an, tu vas le faire potentiellement en 1 mois, voire en quelques semaines avec une bonne équipe. Donc voilà, erreur numéro 1, arrête de vouloir tout faire tout seul et apprends à déléguer. C'est la chose la plus importante. Et une équipe soudée, une équipe qui a la vision et tu verras que tu ne regretteras pas. Du coup, ça fait une bonne parallèle sur la deuxième erreur, c'est ne pas savoir recruter. Donc là, je ne vais pas vous donner un process exact pour comment recruter, parce que moi encore, je suis en train d'apprendre. Mais souvent, dans ce que j'entends, c'est qu'il y a un gros problème au niveau des recrutements. C'est que les gens recrutent souvent mal. Et surtout, un gros problème, c'est que tu recrutes trop vite et tu vires trop doucement. Quand je dis virer, je ne dis pas ça au sens péjoratif du terme. C'est juste qu'à un moment, quand l'équipe que tu pensais être bonne n'est pas correcte dans ton équipe, il ne faut pas la garder. Parce que c'est ton entreprise, soit tu vas littéralement perdre de l'argent. Et moi, ça m'est arrivé là pendant plusieurs fois. J'ai recruté tout simplement les mauvaises personnes. Soit qui n'étaient pas suffisamment qualifiées, soit qui n'étaient pas suffisamment investies, soit qui n'avaient tout simplement pas la bonne vision, malgré leurs bonnes compétences. Et ça, il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps pour parler avec eux, se mettre d'accord. C'est les virer, hein, mais ça sonne tellement péjoratif. Les virer de l'entreprise pour pouvoir avancer vite et prendre d'autres personnes qui feront beaucoup mieux, beaucoup plus vite ou qui au moins seront alignées. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une personne qui est compétente mais qui n'est pas alignée avec la vision de l'entreprise parce qu'en fait, ça va mener nulle part. Ça peut tenir sur quelques semaines, quelques mois. Mais voilà, la culture d'entreprise, elle ne sera pas forcément bonne. Et avoir quelqu'un qui n'est pas forcément motivé, qui n'aime pas forcément ce qu'il fait, c'est terrible. Il faut toujours aimer ce que tu fais, que ce soit toi ou les gens que tu embauches. Et du coup, ouais, ça c'est très important. Il ne faut pas recruter trop vite et virer trop doucement. Ça, c'est vraiment un truc que j'entends tout le temps. Et pourquoi on vire doucement? Tout simplement parce que c'est difficile. C'est des conversations qui sont un petit peu difficiles à avoir. T'as pas envie d'avoir ce genre de conversation. T'as pas envie de dire à quelqu'un que en fait, soit t'es pas compétent, soit en fait tu fais pas les choses suffisamment rapidement, soit c'est juste que tu corresponds pas à ce qu'on imaginait. Parce que tu sais que cette personne, personnellement, elle va se remettre en question, elle va peut-être mal le prendre, ça va peut-être la mettre en galère pendant un certain temps si elle doit retrouver quelque chose. Mais d'un autre côté, tu n'es pas là pour faire du social, tu ne peux pas garder quelqu'un qui ne correspond pas à ce que toi, tu avais prévu d'embaucher. Surtout en France, il y a énormément de charges quand tu embauches quelqu'un. Si tu embauches quelqu'un en CDI ou en CDD, et tu ne peux pas juste garder sous prétexte que tu n'as pas envie d'avoir une conversation difficile. Donc, il faut mettre plus de temps à embaucher pour être sûr d'avoir la bonne personne, pour avoir plusieurs personnes, pour faire des entretiens avec plusieurs personnes. Comme ça, tu as le choix et tu peux être sûr de faire le bon choix. Et si tu te trompes, faut virer rapidement. Parce que tu n'as pas de temps à perdre. Chaque jour, chaque semaine que tu perds, c'est des semaines perdues, tout simplement. J'ai rien à dire de plus. Et là, je vais faire le petit lien sur un truc très important. C'est comme dans la vie de tous les jours, c'est comme avec vos proches, votre relation.
et même au niveau du boulot, hein, c'est que on n'a pas envie d'avoir des conversations difficiles. Généralement, on procrastine tout ce qui est décision difficile, conversation difficile. Mais je peux vous assurer que plus vite vous avez votre conversation difficile, mieux vous allez vous sentir et plus par la suite vous allez être apte à avoir ces conversations difficiles rapidement. Que tu sois en couple, que ce soit avec des proches à toi, que ce soit au niveau de ton cercle de travail, s'il y a des choses, entre guillemets, gênantes, difficiles à aborder, aborde-les rapidement. Ne réfléchis pas à comment tu vas emmener la chose, juste y vas, tu te dis vas-y, là c'est la première chose que je vais faire de cette journée. Fais la chose la plus dure dès le début, comme ça c'est fait. Sinon ça va être un poids dans ta tête, ça va être du brouillard mental et plus tu vas procrastiner, plus ça va être dur à avoir parce que tu vas dire ah vas-y, c'est de plus en plus dur, j'ose pas et tu vas cultiver ce truc de t'ose pas avoir cette conversation. Alors que je peux t'assurer que c'est pas aussi horrible que ce que tu imagines. La majorité du temps, j'ai pas envie de dire 100%, mais 99,9% du temps, voire même en vrai, on va dire 100% du temps, une fois que tu as cette conversation difficile et qu'elle est passée, tu te dis bon, mais en fait, si j'avais su que c'était juste ça, je l'aurais dit bien avant, tout le temps. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Je suis le genre de mec qui procrastine ce genre de choses. Je suis le genre de mec qui procrastine les conversations difficiles. Ou du moins à l'époque. Là, maintenant, j'ai appris à le faire. Mais à chaque fois que je le faisais, je disais ah, vas-y, semaine pro. Et à un moment, j'avais plus le choix. À un moment, t'arrives à un moment, tu peux plus procrastiner. Du coup, vas-y, t'y vas. T'as ce truc un peu gênant, difficile. Et en fait, tout se passe bien. Et tu dis, mais putain, c'était juste ça. Si j'avais su, je l'aurais fait dès le début. Donc vraiment, ça, ne procrastinez pas les conversations difficiles. Plus vite vous les avez, mieux c'est. Plus vite vous vous dégagez de ce poids. Et c'est le mieux pour tout le monde. Ça sert à rien de perdre du temps parce que tout le monde perd du temps au final. Et ça rime à rien, ça avance à rien. Et ça cause du tort à tout le monde. Donc, et les conversations difficiles le plus rapidement possible. Et plus tu vas le faire, plus tu seras apte à faire les choses difficiles rapidement. Donc voilà, pour ce deuxième point, ayez un vrai process de recrutement, mets en place des vrais modes de fonctionnement sur ce que tu recherches, sur une fois que la personne vient dans ton entreprise ou dans ce que tu as à faire, exactement quelles tâches faire, comment les faire, comme ça tu perds pas de temps à tout réapprendre aux nouvelles personnes à chaque fois. Et ensuite, pour ce qui est propre au process de recrutement, comme dit, je n'ai pas encore assez d'expérience là-dedans, mais ce qu'il faut, c'est avoir une vraie vision de l'entreprise, une vraie culture d'entreprise, et voir si la personne avec qui tu vas faire l'entretien ou la discussion, tu vas sentir si ça match ou pas. Souvent, j'entends que, tu vois, tu as le rationnel, quand tu as des vrais chiffres, des vrais stats, des vrais exemples, et il y a aussi plus qui va être ta propre intuition. Et j'ai souvent entendu dire, des gens qui ont des très grosses boîtes, 1 million de fois plus grosses que les miennes, parce que moi je suis personne, je suis tout petit, mais j'apprends que l'intuition, ça paye souvent. Voilà, souvent quand tu veux recruter des gens, et ça vient avec le temps. Il y a des gens là, ils sont hyper expérimentés en termes de recrutement, ils sentent si la personne, elle est alignée ou pas. Alors ils le sentent dire, ils n'ont même pas besoin limite de voir le taf, c'est ah ouais, toi t'es bien ou toi t'es pas bien, donc on gagne du temps. Donc voilà pour cette deuxième erreur. Troisième erreur que je me suis notée, c'est il ne faut surtout pas écouter la minorité. Et là, je vais accentuer en disant la minorité qui fait du bruit. Parce que souvent, tu as cette énorme majorité silencieuse. Là, je vais prendre l'exemple pour moi. Je vais pouvoir recevoir des messages sur des nouveaux produits à faire, des nouvelles collections à faire. Mais en fait, les gens, parfois qui t'envoient des messages, des mails ou les commentaires que tu vois, c'est une minorité. Il y a beaucoup plus de personnes, il y a la majorité qui est silencieuse, qui ne va pas commenter, qui ne va pas décrire, qui ne va pas te manifester quoi que ce soit. Donc parfois, les quelques messages que tu peux voir, tu as l'impression que c'est eux la majorité, parce que tu te dis, attends, c'est revenu plusieurs fois ça déjà, mais pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est une erreur que j'ai fait, c'est que je voyais quelques commentaires, quelques messages par-ci, par-là, et je me dis, attends, du coup, on va peut-être essayer de faire ça. Et quand tu fais ça, bim, flop total, ça marche pas du tout. Et ça, j'ai entendu dans un podcast justement que j'écoutais. Le mec disait pareil, une marque qui fait plusieurs centaines de millions. Il disait ouais, on voyait plusieurs messages de gens qui nous disaient ça. On disait ah, vas-y, on a de la demande là-dessus, on va le faire. Bim, ils ont lancé flop total. Une marque énorme. Et je me dis putain, en fait, ça le fait chez tout le monde. Donc vraiment, faites attention à ne pas écouter la minorité qui fait du bruit. Parce que derrière, il y a une majorité silencieuse qui n'est pas forcément d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut bien connaître vos auditeurs, votre cible, votre persona,
à qui vous vendez, qu'est-ce que vous leur proposez. Et après, avec eux, faites des sondages et vraiment essayez de prendre l'avis de ceux qui vont acheter, consommer votre produit, ce que vous faites en fonction de votre niche. Et faites très attention de ne pas tomber dans le « ouais, j'ai vu quelques commentaires, quelques suggestions, je vais l'appliquer », alors que ce n'est pas du tout ce que la majorité voulait. Moi, j'ai eu l'exemple par rapport, je vais vous dire, vu que c'est des vêtements, donc on a les tailles de S à XL, et à un moment, je n'avais pas de XS et de double XL, surtout le XS. Et de temps en temps, j'avais des messages, ouais, à quand le XS, à quand le XS. Et quand je voyais que c'était redondant, répétitif, ces messages, commentaires, je me suis dit, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même de la demande, on va faire du XS. Mais en fait, le XS, t'en fais pas beaucoup, je faisais genre juste 3 pièces. Donc, mais le problème, c'est que 3 pièces, quand tu as genre 50 produits différents, bah tu fais 3 fois 50, ça fait 150 pièces de XS. Donc ça fait des coûts, ça fait du stockage, ça fait de la logistique en plus. Et au final, qui achète du XS ? Personne. C'était un flop ultime. Il y en a peut-être eu quelques-uns. Et du coup, là, je me retrouve à avoir dû enlever tous les XS du centre logistique parce que je paye du stockage pour rien. Donc, je me retrouve avec du XS que je ne peux pas mettre sur le site parce qu'il n'est pas sur le centre logistique, donc je ne peux pas le vendre. Et je ne peux pas le vendre parce qu'il n'est pas sur le site. Du coup, j'ai du stock de XS et de double XL en l'occurrence, dont je ne peux absolument rien faire. T'es bloqué, tu vas pas le renvoyer au centre logistique parce que tu vas repayer des frais de port, tu vas repayer le stockage, ça va pas se vendre. D'un autre côté, tu l'as chez toi, mais tu peux pas non plus le mettre en déstockage sur le site parce que tu peux pas les envoyer vu que ça passe pas par le centre logistique. Bref, c'est une galère et ça, c'est une des erreurs que j'ai fait. C'est me dire, ah ouais, il y a des messages de XS, faut faire du XS pour ceux qui mettent du XS, mais personne ne met du XS, c'est une minorité ultime. Je sais même pas si dans ces auditeurs-là aujourd'hui de ce podcast, il y a quelqu'un qui porte du XS. Donc si tu portes du XS, je suis désolé mec, mais je ne vais pas en refaire pour l'instant. J'en referai peut-être quand je ferai des millions de commandes par an, mais pour l'instant, il n'y en aura pas de XS parce que c'est une minorité. Voilà, ça c'est une des erreurs que j'ai pu faire. Et c'est une minorité silencieuse. Une minorité qui fait du bruit, pardon. T'es là, tu vois un ou deux commentaires, tu dis « Ah ouais, faire du XS, c'est une bonne idée. » Putain, c'est de la merde. Personne ne veut du XS, personne ne met du XS. Mais par contre, SMLXL, ça oui, bien évidemment. Et là aussi, derrière, à force d'avoir des commandes, à force d'avoir du temps, là ça fait plusieurs années, bah, j'ai des stats, j'ai des métriques, je sais que M c'est ce qui parle le plus. Entre les shorts et les t-shirts, il y a des différences. Genre par exemple, il y a beaucoup plus de t-shirts L qui partent que de shorts L. Parce qu'en général, en bas, on met plus du M que du L quand on a un certain gabarit. Et du coup, ça te permet d'avoir des stats, des métriques, des pourcentages. Aujourd'hui, avec les IA, tu peux tout simplement exporter toute ta base de données. Tu mets sur ChatGPT ou autre, tu dis vas-y fais-moi un rapport en pourcentage, tu as la taille, donc tu sais ce que tu dois recommander pour la suite. Mais voilà, la vraie erreur que j'ai fait, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur quelques messages, il ne faut pas se focaliser sur une minorité. C'est un petit peu la règle du 80-20, la loi de Pareto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que 20% des efforts que tu fais génèrent 80% des résultats. Donc 20% de ce que tu fais génère 80% des résultats. Et donc, pour avoir les 20% de résultats en plus, tu vas devoir avoir 80% d'efforts. Et c'est un petit peu ce que j'avais là. Le S à XL, c'est littéralement 80% des ventes. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup d'argent, de stock, de logistique, de galère pour vendre des minorités de XS. Parce que ça va rapporter rien, ça va coûter plus de coûts, de stress, de charge mentale, etc. que d'ajouter ça. Donc voilà, très important pour cette erreur, n'écoutez pas la minorité et essayez d'avoir les avis des sondages de la majorité. Et on va parler juste après là de comment savoir ce qui marche, comment quoi faire, etc. dans une des erreurs suivantes. Je vais juste la boire une petite gorgée d'eau parce que j'ai très soif là en ce matin. Et donc pour la suite, je me suis noté erreur très importante, ne pas avoir de prévisionnel et ne pas avoir d'avance. Ça, les gars, c'est un truc qui m'a fait perdre énormément d'argent. J'ai même pas envie de calculer combien d'argent j'ai pu perdre avec les ruptures de stock, mais quand tu lances un produit et que dès le lancement, tu es en rupture de stock et que tu n'as pas prévu ça et que tu n'as même pas lancé une commande derrière et que tu sais que tu vas avoir du restock plusieurs mois après et que pendant ces 2 mois, 3 mois, ce produit-là,
ou même cette taille-là, elle est en rupture, tu as un manque à gagner énorme. Et dans l'entrepreneuriat, et même dans tout ce que vous faites, même dans votre vie perso, en investissement, il ne faut pas négliger le manque à gagner. Parce qu'il n'y a pas forcément que les dépenses et ce que tu gagnes, il y a le manque à gagner. C'est combien j'aurais pu gagner si j'avais fait ça. Donc il ne faut pas avoir de regrets, parce qu'une fois que c'est passé, de toute façon, tu ne peux rien y faire. Mais c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des prévisionnels, d'avoir de l'avance, d'anticiper les stocks, d'anticiper les ruptures, avec des tableaux, traquer les ventes, traquer ce qui vous reste en stock, en fonction de votre niche bien évidemment. Et ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup trop de fois. Et surtout, le pire, c'est que quand tu lances un truc et que c'est rapidement en rupture de stock, c'est que ça plaît et c'est qu'il y a une grosse demande. Donc ça veut dire que, vu que ça plaît et qu'il y a une grosse demande, c'est que ça peut se vendre bien, correctement, comme des petits pains. Et pendant des semaines et des mois qui suivent, tu ne l'as pas en stock. Donc les gens t'envoient des mails, des messages, ils le veulent, quand c'est que c'est en stock et toi t'es là. Oh putain, tout ce que je rate. Et c'est horrible. Et ça, c'est peut-être la plus grosse erreur que j'ai fait, que j'ai encore fait cette année, que je fais encore là. C'est que je suis en putain de rupture de stock sur des best-sellers. Et à chaque fois, j'en recommande. Je dis, vas-y, j'en commande un peu plus. Et c'est en rupture et j'ai pas anticipé. Mais d'un autre côté, t'as peur de commander trop et que ça se vende pas. Et tu dis, mais attends, si j'en ai déjà vendu plein, bah ceux qui le voulaient, ils l'ont déjà acheté. Donc si j'en recommande, bah peut-être que ceux qui le voulaient, ils l'ont déjà. Donc ils vont pas recommander. Mais non, n'oublie jamais qu'il y a énormément de gens. Le TAM, c'est un truc important en marketing, enfin en business. Le TAM, T-A-M, c'est Total Addressable Market. Donc c'est la totalité des gens qui peuvent acheter ton produit. Par exemple, le TAM pour une brassière, ça va être toutes les meufs qui vont mettre des brassières. Mais là où le TAM pour un t-shirt unisexe, bah c'est tous les mecs et toutes les meufs. Donc le TAM est beaucoup plus gros. Et attends, pourquoi je disais ça ? Merde, je sais plus. Mais en gros, le TAM, quand tu lances un business, un produit, c'est important d'analyser ton TAM. Donc Total Addressable Market, combien de personnes peuvent acheter ton produit ? Plus ton TAM est gros, plus tu vas pouvoir chiffrer en général, c'est ce qu'on dit. Et inversement, plus ton TAM est petit, plus c'est que tu es niché, et plus c'est que tu peux faire aussi d'argent, parce que quand tu as une niche, tu peux faire beaucoup d'argent, bien évidemment. Mais c'est très important à voir que ton TAM soit suffisamment gros avec tes ambitions. Tu vois, si tu veux faire, je vais abuser, mais si tu veux faire 1 milliard de chiffre d'affaires, mais que ton TAM correspond à 1000 personnes, ça va être compliqué. Tu vois, si tu te niches sur, je sais pas, j'ai un truc au pif, hein. Les casquettes anti-UV pour ceux qui font de l'ultra-trail en hiver. Voilà, pas sûr que ton TAM soit énorme. J'ai dit un truc n'importe quoi. Mais ouais, très important. Et du coup, c'est hyper important d'anticiper les ruptures de stock parce que tu as un manque à gagner énorme. Et qui dit manque à gagner dit trésorerie dans ta marque. Et tout simplement, tu perds du chiffre. Tu perds énormément de chiffres et donc tu perds de l'évolution, tu perds de la vitesse, tu perds du temps. En plus, les gens qui ne peuvent pas acheter, peut-être qu'ils n'achèteront pas plus tard. Et bref, c'est terrible. C'est terrible. Et à titre d'exemple, les plus grosses ruptures que j'ai eues, c'est à un moment quand j'avais lancé les sacs, ils étaient super bien partis. J'avais pas de sacs pendant longtemps. Après, j'avais eu le problème des trifonctions. Trifonctions, c'était une taille en particulier. C'était les M qui étaient partis. Donc après, j'ai refait du stock. Donc j'ai fait plus de M. Et là, quand j'ai fait le restock, c'est les L qui sont partis en premier. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel ? Pourquoi là, c'est le M qui part direct ? Donc exprès, je fais plus de M. Et les L, je les garde pareil. Et là, c'est les L qui partent en premier. Et du coup, je me suis refait baiser au niveau des stocks. C'est infernal. Et c'est là que vous voyez que vraiment, je vous le dis haut et fort, le vêtement, le textile, c'est l'une des industries la plus compliquée. En termes de tout. En termes de stock, de logistique, de main-d'œuvre, de marge, de création. C'est la pire chose. Même là, dans le podcast que j'écoutais quand j'étais en déplacement, il le dit que le textile, c'est un des pires trucs. En plus, tu as énormément de références. Tu dois toujours faire des nouveaux produits, des nouvelles collections. C'est extrêmement dur. La concurrence est très haute. Les marges sont très basses. Bref, c'est pour ça que je tenais là vraiment à vous remercier pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui ont fait partie de ces 10 000 premières commandes parce que vraiment, c'est dur. Je bataille chaque jour, comme vous l'entendez avec ce podcast. Je fais beaucoup d'erreurs. Mais Base Athletics, là, la marque, vraiment, je vis Base Athletics, je me réveille Base Athletics, je pense Base Athletics. Tout ce que je fais tout le temps, c'est en lien direct ou indirect avec Base Athletics. Tout le contenu que je fais, tout ce que je crée, tout ce que je vois, tout ce que j'enregistre, tout ce que je pense, tout ce que j'écoute, c'est pour développer la marque. Mais je suis encore trop petit, je suis encore trop tout seul. Et c'est pour ça que votre soutien est absolument crucial. Et vous êtes présents de fou et je voulais juste vous remercier. Parce que là, c'est que le début.
2026, franchement, j'ai énormément d'ambition, énormément de projets. Il va y avoir plein de nouvelles collections, il faut que j'agrandisse l'équipe, il va y avoir beaucoup de contenu. Il faut que j'agrandisse l'équipe qui bosse sur base athlétique, il faut que j'agrandisse l'équipe d'athlètes également pour pouvoir créer des événements, pouvoir créer peut-être des courses, pouvoir créer plus de contenu, pouvoir vraiment rassembler la communauté autour des valeurs et autour du slogan Made for Performance, avec plein de nouveaux produits, plein de nouvelles collections, même un rebrand de la marque avec normalement le nouveau logotype qui est censé sortir. Bref, il y a énormément de choses, mais je peux vous assurer que je chôme pas, je fais que ça, tout le temps. C'est pour ça que je suis fatigué aussi en ce moment. Et voilà, je voulais juste vous remercier. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours la commander sur le site. Si vous ne l'avez pas encore fait, les retours sont gratuits en France. Ça, pareil, je remarque qu'il y a énormément de grosses marques qui font des millions, voire des milliards par an, qui n'ont pas les retours gratuits. Mais moi, je tiens vraiment à mettre vous, le client, la personne qui me soutient, au cœur du truc avec la meilleure expérience possible. C'est pour ça que les retours sont encore gratuits pour l'instant en France, alors que ça nous coûte très cher, parce qu'à chaque fois que nous, on paye l'envoi, quand vous faites un retour, on paye, c'est nous qui payons le renvoi. Et dans le textile, il y a beaucoup de retours, parce que les tailles, c'est pas forcément les bonnes, etc. Donc voilà, vraiment, un immense merci pour ceux qui me soutiennent, pour ceux qui montrent de la confiance à travers ce que je peux produire. Et voilà, c'est grâce à vous tout ça. Donc ouais, le textile, c'est extrêmement dur, et une des erreurs à ne pas faire, c'est faire des prévisionnels, ayez de l'avance, anticiper les ruptures de stock. Et ça, typiquement, c'est quelque chose que tu dois déléguer. Tu dois avoir quelqu'un qui est là, qui te fait tout ton tableau, qui t'anticipe les marges, qui te gère ta logistique, qui te gère les relations fournisseurs, etc. Parce que si ce n'est pas ta zone de génie, tu vas te retrouver comme moi à faire 10 000 trucs en même temps, et pendant ce temps-là, tu remarques pas que ce produit est en rupture de stock. Et tu perds du temps, tu perds de l'argent, et tu as un manque à gagner énorme. Donc c'est pour ça que tu dois avoir une bonne équipe, avec quelqu'un qui gère ça, et cette même personne qui va gérer les stocks, les prévisionnels, c'est la même personne qui est censée gérer, en fonction de ton équipe, la prochaine erreur, qui est ne pas traquer les marges et les coûts. Pendant trop longtemps, et encore aujourd'hui, c'est un petit peu moyen, on me demandait, c'est quoi tes marges ? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, je m'y connais un petit peu plus, mais pas surtout encore. Mais quand je voyais des entrepreneurs qui sont minutieux sur les KPI, Key Performance Indicators, sur les métriques, qui connaissent tout, les marges, les coûts, tu sais, des entrepreneurs ultra déter qui sont full dans les chiffres. Ils me disaient, ouais, c'est quoi ta marge ? J'étais là, je regarde, je dis, je sais pas, mec. Comment ça, tu connais pas ta marge ? Je dis, bah ouais, mec, moi, je kiffe ce que je fais pour la communauté, je crée des produits. Si ça part, tant mieux, ça part pas, j'essaie de voir pourquoi ça part pas, et ça s'arrête là. Quelle erreur ! Comment tu ne peux ne pas calculer tes marges ? Comment tu ne peux ne pas calculer tes coûts ? Savoir combien tu vas vendre ce produit, combien de marge tu fais sur celui-ci, sur celui-là, quel est le produit qui marche le plus, etc. C'est hyper important pour le long terme, pour ton entreprise, parce que ça te permet de tout traquer, de mieux savoir, de mieux faire des prévisionnels, de mieux gérer ta trésorerie, etc. Et donc c'est essentiel d'avoir quelqu'un, si ce n'est pas toi, si ce n'est pas ta zone de génie, si tu n'aimes pas les chiffres, si tu n'aimes pas les Google Sheets et Google Excel, d'avoir quelqu'un qui va te traquer toutes tes marges, tous tes coûts, les coûts de transport, les marges par produit. Pareil, quand tu fais des campagnes de soldes, ça te permet d'avoir 5, 10, 15, 20%. Tu sais exactement combien ça va te coûter. Pareil, moi, à l'époque, quand je faisais des campagnes, je mettais 10%, 15%, 20%, un petit peu au hasard. Je regardais combien ça faisait sur le prix. Je me dis, vas-y, ce prix, il est pas mal. C'était pas du tout en mode millimétré. Et c'est pour ça, vraiment, garde en tête qu'il y a plein d'entrepreneurs qui vous suivez, plein de chefs d'entreprise, quelles que soient les marques, quelles que soient les niches, qui ne savent pas ce qu'ils font. On apprend tous. Et ça, je l'entends, parce que souvent, j'entends dans les vidéos ou les podcasts de mecs qui font vraiment des millions et des centaines de millions par an. Ils disent, je suis encore en train d'apprendre, et parfois, je fais des choses, je sais pas trop ce que je fais. Évidemment, il y en a qui sont beaucoup plus carrés, mais il y en a beaucoup qui sont un petit peu... t'y vas. On y va, et on voit ce que ça donne avec le temps. Donc vraiment, ayez quelqu'un qui peut gérer et traquer vos marges, vos coûts sur tous vos produits, sur votre logistique, parce que c'est hyper important et ça vous permet vraiment de voir quels sont les produits les plus intéressants, quels produits au final ne marchent pas du tout et même ils ne se vendent pas du tout. Moi, j'ai réalisé que j'avais des produits qui se vendent peu, donc qui font partie de la minorité et qui ne marchent pas. Donc pourquoi tu prendrais du temps, de la trésorerie, du stress, des coûts de logistique, des coûts de stockage pour un produit qui te rapporte quasiment rien. Et à côté de ça, tu as des produits
qui te rapportent le plus, qui se vendent le plus, qui sont en rupture. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment essentiel de pouvoir traquer tout ça et de ne pas être en mode là, je vois ce qui se passe. C'est pour le long terme, c'est hyper important. Et c'est pour ça que cette partie, il faut vraiment la déléguer. Et aussi sur les transports. Pendant trop longtemps, moi, je commandais, admettons, en Chine. Tu as la collection qui est prête, parce que tout ce qui est technique, polyester, etc., c'est vraiment en Chine qu'il y a cette expertise. C'est pour ça d'ailleurs que souvent dans les marques, tu as tout ce qui est... tous les vêtements techniques, la gamme sport, etc., c'est fait en Chine. Du coup, les coûts de transport, surtout là depuis quelques années, ils ont fait qu'augmenter de fou. Et il y a plusieurs modes de transport. Il y a avion, t'as avion normal, avion express, train et bateau. Bateau, c'est le plus long, mais le moins cher. Avion, vous vous le doutez, c'est le plus rapide, mais le plus cher. Et moi, à l'époque, je faisais livrer des trucs par avion et en express parce que je voulais avoir les trucs rapidement en stock. Je me suis dit, je ne vais pas attendre 30 jours, 45 jours. Alors, je peux l'avoir en 7 jours. Et je payais genre le triple, voire même le quadruple. Mais à l'époque, moi, je savais pas. Je me disais, vas-y, de toute façon, je vais les vendre. Mais putain, mais quelle erreur. Parce qu'en fait, littéralement, ce que tu payes en frais de transport, ça, c'est limite les 100 premières commandes que tu auras sur cette collection. Et les 100 premières commandes, elles sont quand même longues à voir. C'est quand même dur à voir. Tu vois, c'est-à-dire que tu vends 100 produits et ça doit juste rembourser les frais de port. Et encore, parfois, c'est limite plus cher en fonction de ce que tu vends. Parce que forcément, si je vends 100 trifonctions à 200 €, ça fait 20 000. C'est pas 100 flasques à 14 €. Ça fait 1400. Après, bien évidemment, les coûts de transport, c'est pas les mêmes. Parce que les trifonctions, ça prend plus de place et tout. Mais vraiment, je faisais les erreurs de me dire, vas-y, je prends par avion. Comme ça, je peux avoir plus rapidement. Je peux lancer plus rapidement. Mais putain, on s'en bat les couilles de lancer rapidement. Ce que tu veux, c'est avoir le plus de marge possible pour être le plus rentable possible. Comme ça, tu peux mieux investir derrière. Et j'ai perdu trop d'argent à envoyer rapidement parce que je voulais que ça arrive rapidement. Et ça, c'est une erreur que vous devez pas faire, absolument pas faire. Donc vraiment, prenez le temps de lancer votre collection, prenez le temps de shooter. En plus, si tu fais par bateau, ça met plus de temps, donc ça te permet de mieux faire du marketing, de faire des ads, de faire des campagnes, de mieux utiliser les collections sur les réseaux. Ça te permet de faire des vidéos, des stories et de faire monter un petit peu le teasing. Donc vraiment, ça c'est hyper important à gérer, tout ce qui est marge, coût. Et ouais, et comme je dis, le fait d'avoir du temps pour lancer la collection, ça te permet de documenter un petit peu tout. Et ça, c'est une erreur qui est importante, c'est de ne pas assez documenter les coulisses, l'envers de la marque, le behind the brand, le fameux, donc le derrière de la marque. Parce qu'en tant que founder, en tant que créateur d'une marque, surtout aujourd'hui en 2025, donc là en 2026 on va arriver, avec tout ce qui est TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Pinterest, les shorts, les formats verticaux, les formats longs, les trends, les ads, tu te dois de faire du contenu. Tu ne peux plus aujourd'hui avoir une marque, vouloir créer une entreprise sans faire de contenu. Parce que là encore, tu as un manque à gagner absolument énorme. Imagine, tu passes à côté de milliers, de centaines de milliers, voire même de millions de vues chaque jour, chaque semaine que tu ne postes pas. Et là, c'est vraiment l'objectif de montrer l'envers de la marque, montrer les coulisses de la marque. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas assez au cours de ces 2 dernières années. Je le faisais beaucoup quand j'avais le base gym. Et qu'est-ce qui a changé ? C'est tout simplement, j'avais le base gym, j'avais ma salle. Putain, je pouvais m'entraîner tout seul. J'avais mon stock, donc j'avais tous les produits. Je faisais moi-même les commandes avec ma copine. J'avais mon stock, les produits, ma salle, et je pouvais tout filmer, tout le temps, quand je voulais. Il n'y avait personne qui m'empêchait de filmer, je pouvais parler fort, je pouvais mettre la musique, je pouvais vous montrer la préparation des commandes, je pouvais vous montrer tous les produits, les sachets, quand j'allais à la poste, etc. Et ça, bordel, ça me manque. Parce que je vois qu'il y avait un lien avec la marque. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a plus de lien avec la marque, parce que forcément, la marque, elle évolue. À un moment, je ne peux pas tout faire tout seul. Mais cette époque-là, ce moment, ça me manque. Et je pense que c'était un gros tournant pour moi aussi. C'est le moment où je pouvais tout filmer parce que les gens regardaient mes vidéos YouTube et en fait, je pouvais documenter tout. Je pouvais montrer comment ça fonctionnait, je pouvais montrer comment on faisait les colis, je pouvais montrer comment était chaque produit. Vu que j'étais dans ma salle, j'avais beaucoup plus de liberté de filmer. Liberté que j'ai un petit peu perdue en rendant le base gym. C'est pour ça que parfois j'ai un petit peu le FOMO de me dire putain, ça serait bien limite de reprendre un local. C'est une arrière-pensée que j'ai tout le temps. Et ça vous montre juste que vous devez vous filmer les contenus, les nouveaux produits que vous allez faire, pourquoi vous avez fait ces produits, pourquoi vous avez créé cette marque,
qui vous visez. Faites du contenu un petit peu trend qui peut devenir viral. Postez encore et encore tous les jours, même plusieurs fois par jour s'il le faut. Des photos, des carousels, du contenu vertical. Postez encore et encore. Il faut que les gens vous connaissent, il faut que les gens découvrent votre marque, qui vous êtes, ce que vous faites. Et ça vaut aussi, si tu m'écoutes là et que tu n'as pas de marque, mais que tu es juste un créateur de contenu, que tu veux te lancer sur les réseaux, poste partout. Pourquoi tu vas faire un format vertical et tu vas le poster juste en réel sur Instagram? Pourquoi tu ne prends pas littéralement le même contenu que tu as créé et tu le mets aussi sur YouTube Shorts, sur Snapchat, sur TikTok, voire même sur Threads, tu peux mettre quelque chose. Ça ne te coûte rien, tu as créé le contenu. Pourquoi tu le mettrais sur une seule plateforme? C'est gratuit, tu peux le mettre partout. Tu peux prendre un contenu et faire x5, x6 la délivrabilité de ce contenu. Donc poste partout, il faut que les gens te découvrent, il faut que les gens connaissent ta tête. J'en ai parlé la semaine dernière dans le podcast et les gens ils disaient « Ouais, à l'époque personne ne me soutenait, maintenant que j'ai réussi, on me soutient. » C'est pas qu'on ne te soutenait pas, c'est qu'on ne te connaissait pas. On ne peut pas te soutenir si on ne te connaît pas. Tu lances ta page, tu lances ta marque. Elle est inconnue, comment tu veux que les gens achètent ton t-shirt s'ils ne te connaissent pas? Forcément qu'ils vont acheter les concurrents et les plus grosses marques qui connaissent, qui voient sur les ads, qui voient sur les réseaux, les marques en lesquelles il y a une confiance. Et ça c'est important parce que plus on va te voir, plus on va avoir confiance au personnage. Ça c'est très important. Si tu fais du contenu, plus ta gueule va passer, plus on pourra potentiellement avoir de la confiance, de l'empathie envers toi, parce qu'on t'a vu encore et encore. Si on te voit une seule fois, on ne sait pas quitter, on ne sait pas ce que tu fais. Donc vraiment, matraque le contenu, bombarde tous les formats, des verticaux, des formats plus longs, utilise toutes les plateformes. Surtout aujourd'hui en 2025, il y a de quoi faire, il y a tellement de contenu, donc il faut vraiment poster. Et il faut vraiment poster un petit peu, comme dit, les coulisses de ta marque. Et tu vois de plus en plus aujourd'hui, il y a de plus en plus de créateurs de marques qui font eux-mêmes du contenu. YouTube, Instagram, TikTok, même il y a énormément de marques qui sont virales sur TikTok, c'est un truc de fou. Donc vraiment, il faut que tu fasses pareil, il faut que tu montes tes produits, il faut que tu montres à ta clientèle ce que tu fais, qui tu fais, les envers du décor, comment ça se passe, pourquoi tu fais ça, etc., qui tu es. Extrêmement important à ne pas négliger. Petite gorgée d'eau avant d'attaquer la prochaine. Pour la prochaine erreur, on va aborder une notion qui m'intéresse énormément, que j'ai déjà entendue il y a plusieurs années, que j'ai revue là il y a pas longtemps. Et du coup, ça m'a frappé. Je me suis dit, c'est essentiel que j'aborde ça dans un podcast parce que ça peut être très intéressant pour vous. C'est la notion d'erreur et de risque. Comme je l'ai dit en début de ce podcast, dans votre vie, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme, femme, quoi que vous fassiez, vous allez devoir prendre des risques. Avoir des doutes et des difficultés parce que c'est le risque qui amène le doute et c'est justement dans ces situations-là que tu vas progresser, que tu vas apprendre. Donc tu es obligé de passer par là. Et en tant qu'entrepreneur, surtout, tu vas devoir prendre encore plus de risques parce que tu vas devoir tout découvrir, investir et chaque chose que tu vas faire, en soi, c'est des risques parce que tu ne connais pas l'outcome, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu as income, outcome, input, output si tu veux. Et en gros, dans les erreurs que tu vas pouvoir faire, l'idée en tant qu'entrepreneur, c'est de faire le plus vite d'erreurs, d'aller vite. Quand tu fais quelque chose, tu dois aller vite. Plus tu vas vite, plus tu as de la vélocité, plus tu vas pouvoir faire des choses. Là, c'est logique. Parce que plus tu vas aller vite, plus tu pourras abattre des tâches, plus tu pourras avoir d'input. Et généralement, plus tu as d'input, plus tu mets dans la machine, plus il y en a qui sortent de la machine. Que ce soit de l'argent, de l'expérience, des apprentissages, tout ce que tu vas mettre dedans, ça va ressortir d'une forme ou d'une autre. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, tu dois faire le maximum d'erreurs le plus vite possible. Parce que imagine qu'en fait, tu vas faire toutes ces erreurs pendant ton parcours. Plutôt que de mettre des années à faire toutes ces erreurs, imagine tu peux faire toutes ces erreurs d'un coup et derrière, bam, tu as les apprentissages, tu as la progression et tu peux évoluer. Et ça rejoint un petit peu ce que je dis avant, c'est qu'en achetant certaines choses, en lisant certaines choses, en écoutant certaines choses, tu peux même ne pas faire ces erreurs et directement évoluer. Donc tu as un gain de temps énorme. Et ce gain de temps, c'est ce fameux manque à gagner. C'est ce gain de temps qui va te permettre d'évoluer beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, tu vas avoir deux types d'erreurs. Et ça, c'est Jeff Bezos, donc le fondateur d'Amazon, qui en parle. C'est que tu vas avoir des erreurs, il faut voir ça comme des portes. Tu vois, il y a des portes, tu vas pouvoir passer cette porte et revenir. Et il y a des portes, tu vas passer cette porte et elle va se fermer. Puis il n'y a plus de retour en arrière. C'est terminé. Et c'est pareil avec les erreurs. Tu as des erreurs, on va dire, qui sont fatales.
Il y a des erreurs, si tu les fais, c'est pas grave, tu peux toujours revenir, tu peux toujours t'en sortir et il va rien se passer, c'est juste une erreur. Tu auras juste perdu un peu de temps, un peu d'argent ou autre. Et en tant qu'entrepreneur, tu dois faire uniquement les erreurs qui sont à double sens. Parce que si tu fais des erreurs fatales, qui peuvent tout simplement t'éteindre en tant que personne, éteindre ton business, éteindre ta réputation ou quoi, tu n'as pas vraiment de retour en arrière. Et ça, tu dois les éviter coûte que coûte. Mais à côté de ça, les erreurs qui sont à double sens, ces fameuses portes sur lesquelles tu peux rentrer et ressortir, l'idée c'est de prendre le maximum de portes le plus rapidement possible parce qu'il y en a une infinité. Et donc, il faut que tu ailles vite. Il faut que tu fasses des erreurs pour apprendre rapidement, pour savoir ce qui marche rapidement. Et ça, je l'ai vu. C'est que je vais trop doucement sur plein de choses parce que, par exemple, parfois, je veux lancer plein de différents produits, mais en fait, je les lance pas trop rapidement. Je me dis, vas-y, je fais d'abord ça. Et en fait, si tu attends 3 mois où il se passe rien et que je lance un nouveau produit et qu'il floppe, voilà, j'ai perdu 3 mois et le produit il a floppé. Je dois refaire nos produits, attendre 3 mois. Et hop là, celui-là, il va marcher. Alors que si dès le début, vas-y, on va faire ce produit, tu lances des prototypes, t'es pas obligé de faire des gros stocks, juste je teste des trucs, je fais des sondages, je peux voir directement ce qui marche et ce qui marche pas et je peux avancer tellement plus vite. Et ça, c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place dès maintenant. Il faut vraiment que je me force. Dès que j'ai une idée, vas-y, là je veux lancer ça, je le lance. Direct, je demande un prototype, je reçois le prototype, je vois est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je le mets en story, je le teste, et hop là, je peux lancer une production, je peux lancer. Alors qu'à l'inverse, là ce que je faisais, c'est j'ai cette idée, je la note de côté, je trouve un fournisseur, je le fais pas tout de suite, après j'attends, après je dis putain, j'ai oublié que j'avais ça que je voulais peut-être lancer, et au final, je perds un temps de fou. Et ce temps perdu, c'est un gros manque à gagner parce que peut-être c'est des produits qui auraient cartonné. Du coup, là, ce que je vais essayer de faire, à partir de cette année 2026, c'est faire beaucoup plus de prototypes. Plutôt que d'en commander 1, 2, 3, c'est j'en commande une dizaine, plein de différents, je les teste, je les vois, je les documente sur YouTube, je les mets en story, je peux vous en parler, je peux faire du sondage, et on peut créer tous ensemble et avancer plus vite, plus fort avec plein de nouveautés. Et donc ça, c'est très important pour vous aussi en tant qu'entrepreneur dans votre vie. Les erreurs que vous allez faire, de toute façon, vous allez les faire. Donc autant les faire le plus rapidement possible et autant même les éviter si possible avec livres, podcasts, formations, peu importe. Donc ça vraiment, c'est une notion très importante que je kiffe vraiment, c'est la notion du risque. Voyez ça comme des portes. Il y a des portes, une fois que tu l'as ouvert, tu ne peux plus revenir, c'est terminé. Donc ça, tu vas les éviter. Il y a des portes, si tu les as passées, tu peux toujours revenir. Et ça, il y en a une infinité. Donc essaye d'en prendre le plus possible, le plus rapidement possible. Voilà, ça c'est une notion que je trouve vraiment stylée et en plus c'est très visuel, donc c'est cool. Et qu'est-ce que je me dis ? On va arriver tranquillement à la fin, je vais pas vous prendre de questions pour cet épisode parce que je préférais parler de ça tranquillement. Documenter les coulisses, ça c'est ce que j'ai dit avant. Là un truc que je me suis noté c'est, ça rejoint ce que j'ai dit un petit peu avant par rapport aux marges, je me suis mis optimiser toutes ces dépenses. Là il faut savoir, surtout en France, il y a plein de structures différentes pour pouvoir optimiser en fonction de ce que tu fais, de ta niche, de la taille de ton entreprise, etc., du service que tu donnes, les marges. Tu peux optimiser en fonction des TVA, avec des holdings, en fonction de la structure de ton entreprise, avec un bon comptable, avec un fiscaliste, avec des investissements. Prends le temps de te poser avec quelqu'un qui est expert dans son domaine, si ce n'est pas ta zone de génie encore une fois, pour analyser un petit peu tes dépenses, la trésorerie, ce que tu vas payer en impôts, ce que tu vas payer en charges, tes marges, et essaye d'optimiser tout ça parce que tu peux gagner énormément. Et ce que tu peux y gagner, ça peut être des investissements, ça peut être de la trésorerie en plus pour développer la marque encore plus, pour développer ton entreprise encore plus. Donc c'est essentiel d'optimiser toutes tes dépenses avec un expert dans son domaine bien évidemment. Ensuite pareil, n'hésite pas à faire des comparatifs. C'est pas parce que tu as vendu à ce prix que tu ne peux pas vendre à ce prix un petit peu moins cher ou un petit peu plus cher. Est-ce que si c'est moins cher, tu en vendras beaucoup plus ? Est-ce que si c'est plus cher, ça ne changera rien et du coup, tu auras juste gagné plus d'argent ? Vraiment, il faut que tu testes, il faut que tu A/B testes. C'est comme sur YouTube, tu peux A/B tester les miniatures. Teste cette miniature et cette miniature. Regarde laquelle marche le mieux. Est-ce que dès que j'ai un t-shirt rouge, ça marche mieux que quand j'ai un t-shirt noir ? Est-ce que dès que je mets un chiffre dans mon titre, ça marche mieux que quand il n'y a pas de chiffre ? Pareil, c'est un créateur de contenu. Teste différents formats de réel. Teste avec un hook précis et un autre hook précis. Est-ce que quand je commence et qu'on voit ma tête, ça marche mieux que quand on ne voit pas ma tête ? Plein de choses. Il faut A/B tester, il faut faire des comparatifs pour voir ce qui marche le mieux et ça peut te faire gagner énormément.
en termes de visibilité, en termes de coûts, en termes de marge, etc., etc. Et autre chose que je me suis noté, c'est tout ce qui va être logiciel et abonnement. Là, ça va marcher en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que toi dans ta vie de tous les jours. Fais un rapport sur tous les logiciels et abonnements que tu payes et que tu n'utilises pas. Téléphone, compte bancaire, Netflix, tous les petits logiciels de merde, toutes les petites applications que tu n'utilises pas ou que tu peux downgrade en tant que forfait. Littéralement, j'ai remarqué que moi, il y avait un forfait, je sais plus lequel c'était, je payais genre 250 € par an. Alors, je pouvais payer 90 € par an pour la même chose parce que les fonctionnalités de l'abonnement que j'avais, je ne les utilisais pas. Donc, j'ai littéralement économisé quasiment 100 € sur l'année juste sur ça. Donc, c'est 10 € par mois. Et en tant qu'entreprise ou en tant que créateur de contenu, tu as plein de logiciels. Les logiciels de montage, les logiciels pour envoyer des fichiers, les logiciels pour les photos, les logiciels d'IA. Regarde tout ce que tu as, tout ce que tu utilises et les différents forfaits parce que tu peux gagner beaucoup d'argent par mois. Et c'est encore un manque à gagner parce que des centaines d'euros par mois, c'est des centaines d'euros que tu peux investir. Et du coup, tu gagnes proportionnellement beaucoup plus. Donc voilà, très important, optimise correctement tes dépenses. Et ça vaut également dans ta vie de tous les jours, hein, même si tu n'es pas entrepreneur, même si quoi que tu fasses, optimise tes dépenses et investis. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Si je veux que tu fasses un truc après cette vidéo, c'est que si au jour d'aujourd'hui, tu n'épargnes pas et tu n'investis pas, commence dès aujourd'hui. Parce que tu vas jouer sur l'effet cumulé. Tu vois, que tu investisses en bourse, en PEA, en crypto, peu importe, c'est l'effet cumulé. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois en fonction de ton épargne, mais tout le temps. Et ne rate pas de jour parce qu'en fait, plus tu vas investir longtemps, plus ça va se décupler et je te laisse regarder l'effet cumulé, c'est juste un truc de fou en investissement. Donc voilà, très important, optimise tes dépenses. Quoi que tu fasses, quel que soit ton objectif, où que tu sois dans ta vie, c'est crucial. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Juste le dernier conseil, c'est peut-être le plus important que je peux donner, c'est la pire erreur que je vois. Je la vois dans mon entourage. Je vois des gens qui la font. Je vois des gens, ça les ronge. Je vois des gens qui ne sont pas heureux à cause de ça. Je vois des gens qui stressent à cause de ça. Des gens qui échouent aussi à cause de ça. Cette erreur, c'est ne pas avoir de passion dans ce que tu fais. Si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, avec 10 ans de contenu sur Instagram, bientôt, je vais me rapprocher des 10 ans sur YouTube, plus de 500 vidéos, presque 3000 posts sur Instagram, plus de 10 000 commandes avec la marque de vêtements, plus de 50 épisodes de ce podcast. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'aime profondément ce que je fais. J'ai la passion de créer ce type de contenu, de partager avec vous mon expérience, mes compétitions, le sport, mes connaissances. Créer la marque de vêtements, créer cette communauté autour des mêmes valeurs. Avec le fameux slogan Made for Performance. Si je fais tout ça et que j'ai jamais perdu la motivation et que je continue de poster chaque jour depuis 5 ans, 8 ans, 10 ans, c'est parce que j'aime profondément ce que je fais. Et c'est pour ça que moi, je vais tenir sur le long terme. Et vu que je suis là sur le long terme, je battrai toujours quelqu'un qui est là sur le court terme. Parce que c'est très important, tu ne peux pas battre quelqu'un qui est présent tous les jours sur le long terme. Parce que la régularité, c'est la clé, quoi que tu fasses. Et pour être régulier, faut aimer ce que tu fais. Parce que sinon, tu vas péter un plomb, tu vas pas tenir. Si tu aimes ce que tu fais, si tu es profondément passionné par la quête, par l'objectif, par le chemin, tu vas pouvoir faire le taf tous les jours. C'est pour ça que j'arrive à travailler tous les jours, que j'arrive à faire des podcasts toutes les semaines, des vidéos toutes les semaines, à poster tous les jours, à m'entraîner quasiment tous les jours. C'est parce que j'aime ça. C'est ma quête de vie. Je dois développer la marque et je fais tout ça pour ça. Mais j'aime profondément ce que je fais. Je suis pas là pour être millionnaire, mais peut-être que j'aime tellement ce que je fais que ça va me mener ici. Là, on vient de passer les 10 000 commandes. On a passé à un moment les 100 000 abonnés sur YouTube, sur Instagram. J'ai jamais voulu les 100 000 abonnés. Mais j'ai toujours aimé créer le contenu. Du coup, ça m'a mené naturellement vers là. Donc c'est pour ça, avant de viser l'objectif, visez déjà le chemin. Vous devez aimer le chemin. Comme vous le savez, la personne qui aime marcher ira toujours plus loin que la personne qui veut juste la destination. Et du coup, aimez profondément ce que vous faites. Trouvez la niche qui vous plaît, qui vous correspond, celle dans laquelle vous êtes épanoui, parce que vous allez pouvoir tenir sur le long terme. Et vous allez pouvoir réussir. Et au-delà de la réussite financière, il y a la réussite personnelle. Vous allez être heureux, épanoui chaque jour,
et vous allez vraiment avoir un vrai sens à votre vie. Et ça, il n'y a rien de plus cher. Donc, quelle que soit l'entreprise que vous voulez lancer, le business que vous voulez lancer, le travail que vous voulez faire, le sport que vous voulez faire, soyez sûr d'être aligné avec vos choix, avec vos objectifs, avec votre vision de la vie. Soyez sûr d'être épanoui parce que vous aurez tout gagné. Ça, je peux vous l'assurer. Et moi, vu que je suis profondément aligné avec ce que je fais, que c'est ma passion, que je mets tout dans ma marque, que j'adore ce que je fais, je sais que je suis encore là pour 2 ans, 5 ans, 8 ans. Et peu importe le nombre de commandes que je ferai, le nombre de vues que je ferai, le nombre d'écoutes que je ferai sur ce podcast, je serai toujours là pour partager ça. Avec passion et avec le cœur, parce que c'est ce que je kiffe. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé, pourra vous aider pour la suite de vos aventures, pour la suite de vos investissements, de vos entreprises, de vos métiers, de votre vie personnelle également. J'espère que ça peut résonner avec certains d'entre vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme dit, à me le dire dans les commentaires. Je serais vraiment curieux de vous lire ce que vous faites, pourquoi vous écoutez ce podcast, est-ce que c'est pour le sport, pour les conseils de vie, pour les conseils entrepreneuriaux. Et voilà, comme dit, n'hésitez pas à me soutenir sur la marque de vêtements Basaltix. Road to 100 000 commandes. Il faut savoir que sur Shopify, tu as un trophée pour 10 000 commandes. Et le trophée suivant, c'est 100 000 commandes. Donc, si je fais juste 10 000 commandes par an, c'est-à-dire que c'est encore 9 ans. Et 10 000 commandes par an, c'est énorme. Donc, t'imagines qu'on va donner le max. On va donner le max pour aller chercher ce trophée. Peut-être un jour des 100 000 commandes. Même si ça me paraît... Donc au jour d'aujourd'hui, ça me paraît extrêmement ambitieux. Mais on va voir. Ne jamais dire jamais. Et voilà, merci infiniment pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur ce podcast si ça vous a apporté quelque chose, si vous avez kiffé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous en ce mois de décembre. Continuez de rester motivé, discipliné et inspiré. C'est maintenant que vous pouvez faire la différence. Ne lâchez rien. 2026, ça commence dès maintenant. Là, c'est l'échauffement pour venir tout exploser à partir de janvier. En plus, je vais vous proposer un programme unique de 90 jours pour commencer tous ensemble. Bien déter, muscu, course à pied, communauté, live, tout ce qu'il faut, comme le challenge, vous connaissez. Et ça sera normalement le 5 janvier, lundi 5 janvier pour commencer tous ensemble. Et voilà, en attendant, prenez soin de vous, c'était Baz, le taf est fait et made for performance.